Faites-nous rêver, c'était effectivement, et je m'en souviens comme si c'était encore hier, c'était l'aboutissement d'un long processus. L'origine de ce projet remonte en fait au rapprochement entre Saint-Joseph et Saint-Luc, deux hôpitaux qui se sont côtoyés sans se parler pendant plus d'un siècle. Comment vivre ensemble, comment communiquer l'un vers l'autre. Alors on a tout fait, les passerelles, les tunnels, on a pensé à tout et sans trop aboutir en définitive. Et puis des hommes qui se rencontrent, des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui un jour imaginent ce qui paraissait inimaginable peu de temps auparavant. J'ai exhorté le corps médical à me faire rêver, faites-moi rêver. Ça a été cette phrase ultime pour dire, apportant une autre réponse du monde hospitalier vis-à-vis de nos populations. Un défi qui nous est lancé, une personnalité lyonnaise qui nous dit « faites-nous rêver », une provocation qui est reprise au vol, une idée, et si on faisait un nouvel hôpital ? Monsieur Perret fait partie des derniers malades hospitalisés à Saint-Luc. Ce matin, il a dû quitter sa chambre pour intégrer Saint-Joseph, à quelques dizaines de mètres de là. Les malades, ça se passe bien, ils ont bien compris la raison du déménagement, donc ça a été bien expliqué. C'est au niveau du personnel, si vous voulez, plutôt la séparation de quitter des locaux pour des gens attachés à des lieux. 400 millions de francs d'investissement pour aboutir en l'an 2000 au regroupement sur un seul site des services actuellement dispersés entre Saint-Luc, Saint-Joseph et Saint-François d'Assise. Dans le futur hôpital, il n'y aura plus de spécialité, les services seront fondés sur la durée de séjour. Ça veut dire qu'on a créé aujourd'hui à la place des services classiques, des services identifiés par leur type de séjour, à savoir hôpital de jour, hôpital de semaine, hôpital 7 jours sur 7. Dès le départ, on s'est dit cet hôpital, il doit être très technique, il doit correspondre à notre volonté technique de développer une médecine de pointe et une bonne médecine même de proximité. Très vite est arrivée l'idée qu'il ne fallait pas que ce soit que technique, et que le pire, ça serait un hôpital très moderne mais très froid. Le mot hospitalité était peut-être un élément déterminant, d'autant plus pour nous que nous avions vécu dans des locaux délabrés. Donc cette idée d'offrir un hôtel, une hôtellerie à des malades, digne de ce nom, était une manière de retrouver le respect du malade. C'est ce qui pour nous était déjà le mettre au centre du dispositif. Lyon, chef-lieu du département du Rhône et de la région Rhône-Alpes, carrefour de l'Europe du Nord, se trouve dans une excellente situation géographique. 512 km débouché des principales routes. Au centre de la ville s'étire grande fabrication de forme le Rhône et la Saône, à proximité du confluent, autour des clochers, cours d'appel, école de santé militaire, dans le vieux quartier montueux de la Croix-Rousse, Caracalla, de Germanie, de l'Europe du Nord, Jules Favre, Méditerranée, Jussieu, 512 km de Paris, Madame Récamier, le centre de Lyon. Grande cité rhodanienne, contradictoire, où se côtoient depuis toujours classicisme et modernité. Ville où les vieilles traditions conservatrices sortent toujours renforcées du chahut qu'on leur oppose. Ville enfin où charité et santé vont de pair, attachées au règne de l'Église. Ce n'est pas un hasard si l'archevêque actuel, le cardinal Barbarin, a aussi été président du comité épiscopal pour la santé. Et la présence au sein du personnel politique lyonnais de praticiens illustres nous rappelle qu'ici, les réseaux de la santé se confondent avec les cercles du pouvoir. C'est à Lyon qu'en 542, le roi Childebert fonde le premier hôpital de France, Saint-Éloi, dans l'actuel quartier Saint-Paul. Cet établissement ferme au XIIe siècle, léguant sa dotation à l'Hôtel-Dieu, vénérable institution du quai de Rhône, dont le prestige culminera à l'âge classique. Au XVIIe siècle, l'hôpital est encore un lieu où on va mélanger, on pourrait dire aujourd'hui, mais pour eux c'est pas mélanger, des gens qui passent, des pauvres et des malades. Le soin, il est un petit peu en plus. Puis le soin, à cette époque-là, c'est pas grand-chose. L'hygiène n'existe pas, les médicaments n'existent pas. C'est un hôtel. C'est l'hôtel de Dieu. Et Dieu est là pour soigner. C'est pour ça que l'hôtel-Dieu est construit en général sur un plan qui ressemble à un plan d'église, sauf que la chapelle est au milieu. Et cette chapelle au milieu, c'est l'ombilic de l'hôtel-Dieu. C'est ce qui va permettre aux passants de se reposer, aux pauvres de trouver la compassion nécessaire et aux malades de trouver
la guérison, ou de mourir entouré des sacrements nécessaires. En 1837, l'écrivain grenoblois Stendhal visite l'Hôtel-Dieu de Lyon. Je suis allé à l'hôpital, qui est fort riche et à ce qu'on dit fort bien administré. Là, j'ai vu des salles qui ont 30 pieds de haut et par conséquent pas la moindre odeur. On reçoit tous les malheureux qui se présentent, sans leur demander un certificat d'indigence comme à l'Hôtel-Dieu de Paris. Cet hôpital a 800 000 livres de rente, indépendamment de ce que lui donne la ville. Les chefs de bureau y font-ils fortune? On peut dater la naissance de l'hôpital moderne avec un grand moment qui est l'hygiénisme. Les médecins vont commencer à s'approprier la maladie. La maladie n'est plus du domaine du religieux, on est passé quand même par la Révolution française, il y a une laïcisation de la société, il y a le siècle des Lumières qui a donné quand même ses fruits, et on va commencer à étudier, classer, regarder, et on va créer l'hôpital, ce qu'on peut appeler l'hôpital clinique. À la fin du Second Empire, Lyon est déjà une capitale de la santé. Et c'est notamment le berceau de l'homéopathie. Des médecins lyonnais souhaitent créer un établissement comparable à l'hôpital homéopathique Saint-Jacques de Paris. À leur tête, le docteur Jean-Pierre Galavardin, auteur en 1861 d'un projet d'hôpitaux mixtes allopathiques et homéopathiques. Avec Eugène Emery, Galavardin fait l'acquisition d'un terrain de 6000 m² de superficie, situé sur le quai du Prince Impérial. C'est là, au bord du Rhône, à l'emplacement d'une maison de danse nommée le Bal d'Apollon, qu'ils entreprennent la construction d'un bâtiment de 2 étages. Saint-Luc, c'était un hôpital d'homéopathie au départ. Puis en 1902, c'était le grand tournant pour Saint-Luc parce qu'on y a introduit la chirurgie. Saint-Luc est devenu assez rapidement l'hôpital des accidentés du travail. Et parce que parmi les accidents de travail, il y avait des brûlés, c'est devenu un hôpital qui s'occupait déjà des brûlés de la région, qui était très industrielle, où il y avait, dans ces années-là, plus d'accidentés du travail que maintenant, et en particulier beaucoup plus de brûlés. Au tournant du siècle, alors que les frères Lumière inventent le cinématographe, l'hôpital Saint-Joseph est créé à quelques mètres de distance de Saint-Luc, à l'initiative des catholiques lyonnais. L'objectif de ce nouvel hôpital est d'y adjoindre une faculté qui dispenserait un enseignement libre et catholique de la médecine. Au moment de l'inauguration, le cardinal Coully déclare « Nous fondons un hôpital catholique pour que le pauvre puisse y guérir, pour que, si Dieu ne lui rend pas la santé, il puisse y bien mourir. » Et ce sont les sœurs de Saint-Vincent de Paul qui ont la responsabilité de cet établissement. La notion qui sous-tendait tous ces efforts, c'était réellement servir la personne. Servir la personne, ça reposait sur une conviction de foi, puisque dans les deux cas, les hôpitaux avaient une tradition affichée catholique, mais bien entendu un accueil ouvert à tous sans aucune distinction de religion, c'est évident. « 1914. Guerre totale sur l'Europe. Saint-Joseph devient l'hôpital numéro 28 de la Croix-Rouge. 100 lits y sont réservés aux blessés de guerre, tandis que Saint-Luc devient l'hôpital numéro 187 bis. Pendant 5 ans, jusqu'au mois d'octobre 1919, on y soignera plus de 2000 blessés. Dans l'entre-deux-guerres, Saint-Joseph se développe avec en particulier l'apparition de nouvelles disciplines comme la radiothérapie, l'urologie et la chirurgie infantile. De son côté, Saint-Luc devient réputé pour sa situation sur les quais du Rhône, excellente aux yeux des hygiénistes. Les visiteurs sont charmés par ce site où l'on respire une douceur de vivre bien lyonnaise.
Autrefois, c'était tout à fait agréable. Il y avait vraiment les arbres, des trottoirs très larges. Et en même temps, il y avait en contrebas, sur les berges du Rhône, il y avait les jeux de boules. Alors les jeux de boules, tradition lyonnaise, bien entendu. Et les badauds, les curieux, les retraités du temps se penchaient là au-dessus de ce qu'on appelle à Lyon la cadette. La cadette, c'est cette espèce de rambarde de pierre qui surplombe, en somme, les berges. Et là, ils étaient tous penchés et ils supputaient les coups qu'allaient faire les champions. En 1940, les champions, ce sont les Allemands. Le corps médical lyonnais reçoit le maréchal Pétain, sans mauvais esprit excessif, dans cette ville où, en 1937, un banquet de médecins de l'Action française réunissait 700 personnes à la brasserie Georges. Mais dans l'ombre, Lyon devient capitale de la résistance et prépare clandestinement l'arrivée des Alliés. Il y a eu la fameuse attaque, le bombardement de Lyon, qui a détruit, si on peut dire, toute l'enfilade de l'avenue Berthelot, depuis le pont sur le Rhône jusqu'à la place Jean Massé, et ces bombardements anglo-américains, qui n'ont pas eu une très bonne réputation dans Lyon. Ils ont été montés en épingle après par la radio et la presse vichysoise. Nous voici au cœur de Lyon pendant le bombardement. Nos opérateurs étaient là, présents. Cet immeuble qui brûle comme une torche, ce n'est pas seulement une maison de Lyon qui flambe, c'est la maison d'un Français. Demain, ce sera peut-être la vôtre. Sous les flammes se trouvent des corps. 1000 Lyonnais ont péri. Est-ce cela la guerre moderne? Est-ce cela la nouvelle arme anglo-américaine? Saint-Luc et Saint-Joseph sont situés à quelques mètres de l'avenue Berthelot. C'est donc là que sont adressés l'essentiel des victimes des bombardements qui précéderont de quelques semaines l'arrivée des libérateurs. Après la guerre, les Lyonnais reconstruisent leur ville. Tandis que Saint-Joseph ouvre une école d'infirmières où 80 élèves suivront chaque année l'apprentissage des sœurs, Saint-Luc connaît la création du premier centre européen de traitement des grands brûlés, sous l'impulsion de Pierre Colson et avec la bénédiction du cardinal Gerlier. En 1949, ils ont créé un comité de création du service des brûlés qui a réuni des fonds, et en 1952, ils ont ouvert le premier service des brûlés français et le premier service de brûlés de l'Europe continentale. C'est une initiative très collective de gens qui étaient des visionnaires, il faut bien le dire. Parce qu'il fallait déjà imaginer qu'il était nécessaire de traiter des brûlés dans des services spécialisés pour bien les traiter. Il fallait voyager beaucoup, il fallait être attentif à ce qui se passait dans le monde pour pouvoir dire ça. Et il fallait beaucoup de dynamisme, je pense, pour avoir le culot de créer la première unité de traitement des grands brûlés dans un hôpital privé. C'était assez remarquable. Alors voilà comment tout a commencé. Et en 1952, Saint-Luc, ça y était, il y avait un service de brûlés qui n'est pas tellement différent dans sa conception de ce qui est fait maintenant. Saint-Luc devient d'un coup un centre internationalement reconnu dans une région en plein essor industriel. De son côté, Saint-Joseph est surélevé de 2 étages. Les 2 établissements font face, simultanément mais toujours séparément, à la révolution des techniques médicales. L'après-guerre, c'est l'hôpital technologique. C'est la grande réforme hospitalière aussi de 1957 qui institue les centres hospitaliers universitaires, c'est-à-dire que l'hôpital est un lieu de soins, d'enseignement et de recherche. On passe d'une médecine où on classe, où on trie, à une médecine de synthèse, où la maladie n'est plus le domaine d'une seule spécialité, où un patient va pouvoir être soigné par différents spécialistes. Les examens paracliniques sont de plus en plus importants. On fait de plus en plus d'images, dont on arrive de mieux en mieux à analyser les résultats. Le champ de la médecine explose. Dans des locaux vétustes, mais régulièrement réhabilités, les 2 établissements doivent s'adapter à un nouvel environnement.
Ainsi, il participe, à partir du milieu des années 70, au service public hospitalier. Mais leur indifférence mutuelle va se heurter aux restructurations de la carte hospitalière lyonnaise. Il faudrait peut-être s'unir pour survivre. Il y avait, je dirais, relativement peu de rapports entre Saint-Luc et Saint-Joseph. Il y avait déjà très peu de rapports déjà au niveau syndical. Les syndicats se rapprochaient déjà très peu. Nous connaissions peu les soignants. Quelquefois nous rencontrions dans des congrès ou entre surveillantes, mais peu, très peu. Je ne connaissais pas du tout les ouvriers d'entretien d'abord. Non, Saint-Luc était un autre hôpital. Alors, la fusion des deux hôpitaux est devenue absolument nécessaire, je crois, parce que trop de services doublons, trop d'activités parallèles à une rue d'intervalle, c'était quand même véritablement anormal et la fusion devait être un jour ou l'autre faite. Il y a eu tout un tas de réunions qui se sont mis en route, enfin ça a cheminé doucement. Les médecins, les administratifs, les soignants, nous avons été les surveillantes associées à cette réflexion et à penser cette possibilité un jour de rapprochement, voire de fusion. Si initialement les raisons théoriques, je dirais, qui nécessitaient la fusion étaient comprises par tout le monde, au plan pratique, ça a été beaucoup moins facile. D'une part parce qu'une fusion, c'est jamais quelque chose qui se fait de façon simple et sans heurts. Chacun a l'impression que l'autre vient sur son territoire, va le gêner, voire diminuer son potentiel de travail, etc. Et ça n'est pas facile. C'est pas facile de se remettre en cause et qu'en même temps qu'on se remet en cause, on essaye quand même de défendre son précaré parce que le précaré reste quelque chose de fort. Et que, sans être désagréable nullement, mais le médecin est quand même un médecin est quelqu'un d'individualiste, et qui pense d'abord à sa chapelle avant de penser à l'hôpital. Dans un hôpital, par définition, on ne peut pas être uniquement individualiste, surtout aujourd'hui avec le vieillissement des populations, qui aboutit souvent à des types de maladies aux facettes multiples. Et je crois que les moments durs ont été parce qu'on repensait à soi, alors que quand même globalement il y a eu un gros élan pour aller vers quelque chose qui était plus communautaire. Donc c'est là où on a eu les frictions, c'est entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Le 1er janvier 1993 marque la naissance du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Saint-Joseph est destiné à recevoir les urgences, alors que Saint-Luc prend en charge les activités programmées de chirurgie et de médecine. Sur la colline de la Croix-Rousse, le site Saint-François d'Assise, acquis par Saint-Joseph en 1976, est reconverti en centre de soins continus. Mais ces restructurations entraînent une diminution du nombre de lits et des sacrifices douloureux comme la fermeture de l'annexe de la clinique Sainte-Geneviève. L'heure est aux suppressions de postes, et cela à tous les niveaux. Un hôpital qui licencie des médecins, ça existe quand même pas beaucoup en France. Donc là, tout le monde se dit, vraiment, il se passe quelque chose. Et je crois que c'est à partir de là que des hommes se disent, voyons voir un peu pourquoi on en est là, d'où on vient, et où est-ce que peut-être on peut aller. Mais on ne sait pas encore à ce moment-là dans quelle direction l'hôpital va se diriger. Pour oublier le délabrement des locaux, on envisage de faire communiquer physiquement les deux hôpitaux par des tunnels ou des passerelles. Mais chaque jour confirme davantage l'échec de la fusion et la nécessité de refonder l'hôpital sur un projet d'établissement unique. Tous les projets se bâtissaient pour préserver en définitive l'identité. Et je crois que lorsqu'on veut réussir une fusion et qu'on veut offrir un hôpital nouveau, avec une vision nouvelle de l'hôpital, le faites-moi rêver voulait dire on balaye le passé. On garde notre histoire, on garde parce que l'histoire est riche, c'est une histoire lyonnaise, on garde notre histoire, mais on va faire autre chose. La philosophie du projet, elle va retrouver à ce moment-là probablement des éléments qui sont des valeurs fondatrices. Alors là, je crois qu'on retrouve, suivant
une formule que j'aime bien, c'est désensabler les puits. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'on est un peu sec et qu'il faut retourner peut-être à la source de ce qui a été, de ce qui a permis en d'autres temps des défis, des paris, parce que construire, même à la fin du 19e siècle, construire Saint-Luc, construire Saint-Joseph, c'était déjà des vrais paris dans le contexte. À partir du moment où le projet d'établissement commun est acquis, le site de Saint-Luc est choisi pour accueillir le chantier du nouveau bâtiment. Des groupes de travail sont mis en place. Premier diagnostic, l'hôpital est en crise. Il faut réfléchir à de nouvelles façons de travailler ensemble. Ça a été un grand moment de réflexion, un moment d'intense remise en cause et je crois une vraie volonté de tous les acteurs d'aller au bout et d'oser dire tout haut tous les dysfonctionnements de l'hôpital que tout le monde savait tout bas. Et de venir le présenter devant le président du conseil d'administration, c'est autre chose que de se le dire dans les couloirs. J'avais fait, en tant que président de la commission médicale, présenter les grandes lignes du projet médical. Et en descendant, une amie infirmière me dit, mais très, très crispée, est-ce que tu as imaginé, Képé, que ton rêve est le cauchemar de tous les autres? Voilà, c'est une manière, je parle dès le début du projet, d'être rappelé très, très vivement au danger de l'utopie. Moment décisif dans la maturation du projet, la venue d'Yves Dubreuil, responsable du concept Twingo. De manière innovante, l'hôpital allait puiser son inspiration du côté de l'entreprise. Il y a peut-être à nous, hôpital, qui sommes en pleine restructuration, essayer de repenser notre manière de soigner pour soigner autrement, et bien d'aller peut-être oxygéner notre réflexion dans le monde de l'entreprise. Tout le problème du responsable de projet, c'est d'organiser l'optimisation globale par une communication efficace de tous ces métiers différents. Et c'est pas si facile qu'on le croit, parce qu'en fait, les gens ne se comprennent pas. Une fois qu'on a réussi à faire en sorte que les gens se comprennent le langage les uns des autres, c'est presque déjà gagné, parce qu'au fond, tout le monde a envie de bien faire. Yves Dubreuil nous a montré comment Renault bloquait le projet Twingo parce qu'il y avait de grandes baronnies organisées. Il y avait la carrosserie, la motorisation, la gestion. Les uns étaient entre les mains des énarques, les autres des polytechniciens, les autres des mines, et qu'au fond, cette interdisciplinarité qui paraîtrait évidente dans une maison où on fabrique des voitures n'existait pas. C'est-à-dire que chacun avait sa vision très verticale. En l'occurrence, ce qui était vrai pour l'entreprise l'était aussi pour l'hôpital. Et peut-être qu'en fondant l'organisation hospitalière, non plus sur la hiérarchie des services, mais sur la durée du séjour, on réussirait à décloisonner l'ensemble du système. La verticalité des anciennes structures pourrait laisser la place à la transversalité des métiers et des compétences. Au-delà des murs, ou à travers les murs, ou dans les murs, je vis profondément cette histoire, ces médecins qui ont su dépasser leurs contraintes, voire leurs contradictions pour s'identifier à l'intérêt général, et tout ça aboutissant à cette extraordinaire mobilisation pour le déménagement lui-même. Et vous pourrez nous ramener les cartons partout. Ouais, mais là, nous, on n'a jamais arrivé à tout mettre dedans. Fin 1997, le personnel de Saint-Luc entame le déménagement à marche forcée. Toute l'activité de l'hôpital bascule sur Saint-Joseph, où des préfabriqués ont été installés. En quelques semaines, la grande institution du Quai de Rhône est entièrement vidée et livrée aux démolisseurs.
L'hôpital, c'est un lieu de rêve et de cauchemar. Pourquoi de rêve et de cauchemar? De rêve parce que c'est le lieu de la vie. Aujourd'hui, on est à l'hôpital. C'est le lieu où on soigne même jusqu'à faire des résurrections. Et puis, il y a cette histoire sacrée, avec toute cette connotation à la fois de tabou et de magie. Et ces projections existent toujours. Par exemple, la fonction d'accueil de l'hôpital et sa difficulté en ce moment par rapport aux urgences, où on dit oui, mais alors ces populations qui prennent l'hôpital pour un lieu de consultation, il est évident que pour des gens démunis venant de cultures autres que la nôtre, l'hôpital représente ce lieu magique, ce lieu où tout va se défaire, toute la souffrance va disparaître. C'est aussi le lieu du cauchemar, c'est le lieu de la mort et reste le lieu de la souffrance, reste le lieu de l'angoisse et reste le lieu de l'inhumain dans le sens, la maladie, elle frappe n'importe qui, n'importe comment, les bons ou les méchants. Donc il y a quelque chose de profondément affreux dans la maladie, de profondément injuste. Et l'hôpital, c'est quand même le lieu, même si c'est un lieu d'excellence, même si c'est un lieu qu'on rend le plus beau, le plus hospitalier possible, c'est le lieu où des hommes et des femmes vont se battre contre la maladie. L'idée, pour nous, c'est pas de détourner le patient de la raison principale qui l'amène à l'hôpital, mais c'est au contraire de l'élargir. C'est-à-dire non seulement être performant sur le plan technique, avoir cette exigence, bien entendu, de qualité des soins, de sécurité, encore une fois, de capacité à offrir la meilleure garantie de guérison à un malade, mais considérant, et les malades nous le disent depuis longtemps, que cela est fondamentalement nécessaire, mais pas suffisant pour une prise en charge globale. Eh bien, au fond, de tout temps, notre institution a eu ce souci par des valeurs en les exprimant d'une autre manière. C'était des hôpitaux catholiques. On avait le souci pas seulement de s'occuper du corps, mais aussi de l'âme. Eh bien aujourd'hui, je pense que c'est la continuité de cette volonté, de cet état d'esprit qui a toujours existé dans les hôpitaux, qui a besoin d'être, nous semble-t-il, adapté à la période actuelle. Bénéficiaire du permis de construire. Centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Permis de construire. PC 69 38 79 70 529 M1. Nature des travaux. Construction d'un hôpital de 350 lits. Surface du terrain. 5867 mètres carrés. Hauteur du bâtiment. 26 mètres 54. Par la volonté et par le désir de cette équipe de réaliser quelque chose qui soit à la mesure du siècle dans lequel nous allons entrer. Et pas simplement du point de vue technique, pas simplement du point de vue de la construction d'un bâtiment, mais du point de vue d'une compréhension des conditions sociales dans lesquelles va opérer l'hôpital du XXIe siècle. L'événement est exceptionnel, alors Raymond Barre a séché l'Assemblée nationale aujourd'hui et s'est même transformé en parfait petit maçon. Le maire de Lyon a posé cet après-midi la première pierre du futur centre hospitalier Saint-Luc-Saint-Joseph. Après la destruction en 98, les travaux se sont portés depuis le début de l'année sur les fondations. Et aujourd'hui, c'est la construction du bâtiment en lui-même qui va pouvoir commencer, au grand soulagement des 1100 employés de l'hôpital. Nous aspirons à effectivement avoir des locaux neufs et surtout très fonctionnels et moins tristes également, bien que la qualité du travail, j'espère, ne s'en ressentait pas, mais bien souvent on était amené quand même à un certain inconfort par l'exiguïté et par le fait que nous avions des chambres à plusieurs lits. Et l'inconfort c'est bientôt terminé, d'ailleurs voilà à quoi ressemblera le futur hôpital, 23 mètres de haut et une superficie de 40 000 mètres carrés. Un bâtiment conçu par 2 architectes lyonnais qui ont travaillé en un temps record. Entre le premier coup de trait et les malades dans les lits, il faudra compter entre 4 ou 5 ans, c'est la moitié d'une démarche normale. Donc c'est un pari commun que nous vivons tous les jours et nous avons assez hâte de voir le premier malade dans le lit dans l'époque et à la date que nous avons fixée.
Les architectes doivent tenir compte des multiples contraintes liées à l'intégration du bâtiment dans l'environnement urbain. Ainsi, selon le plan d'occupation des sols, sa hauteur ne doit pas dépasser celle des maisons adjacentes de la rue Jaboulet. Et on a réglé la hauteur générale du bâtiment sur cette hauteur-là. Et on a repris cet aspect de cour intérieure qui est l'aspect de tous les îlots du quartier. C'est vraiment comme un îlot d'habitation. Dès le départ, le nombre de mètres carrés que nous avions proposé au maître d'ouvrage comme la capacité du site s'est trouvé insuffisant. Il fallait creuser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un bâtiment qui descend à moins 3, 12,50 m en dessous du niveau du trottoir. Il a fallu réfléchir tout de suite à la façon dont on pourrait avoir le maximum d'éclairage naturel dans les locaux. Donc ça nous a amené à percer notre bâtiment de grands volumes qui descendent l'un actuellement jusqu'à moins 2 et l'autre à moins 1. Malgré les simulations virtuelles qui donnent une idée du nouvel hôpital, le doute est toujours présent. D'autant plus que le passage de l'hôpital virtuel à l'hôpital réel suppose de difficiles compromis. On avait autrefois un service en U comme ça, avec un grand couloir. Et c'était un des problèmes dans ce service, que pour aller de là à là, il fallait faire un grand couloir comme ça. Donc quand on a travaillé avec les architectes, on a essayé de faire quelque chose de plus compact, pour que les moyens techniques soient un peu centraux par rapport aux patients et que les équipes de soins n'aient pas des kilomètres à faire pour aller d'un endroit à un autre. Et puis malheureusement, après cette première ébauche qui était assez satisfaisante sur le plan de la fonction, on nous a dit c'est pas possible parce que voilà, les plans de l'hôpital c'est comme ça, il y aura des puits de lumière, des ascenseurs, il faut vous inscrire dans le schéma général. Donc voilà, oui, il y a un couloir comme ça et comme ça, exactement comme dans l'ancien service. C'est pas nous qui l'avons demandé. Sauf qu'avant il faisait 60 mètres de long, maintenant il en fait 80. Donc on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut et le fonctionnel n'est pas toujours prioritaire. Ce serait quand même bien. La conception architecturale aujourd'hui qui va prédominer, c'est celle d'un hôpital ouvert sur la ville, comme on construit un musée. On s'est dit, il faut peut-être que l'hôpital, aujourd'hui, on casse l'image de l'hôpital et que l'hôpital ne dise pas d'abord, dans sa perception extérieure, qu'il était hôpital. Il faut que ce soit un lieu hospitalier. C'est ça le paradoxe, c'est que l'hôpital était devenu un lieu inhospitalier. Il fallait donner une dimension supplémentaire, celle qui parle au sens directement, qui parle et qui dit sans les mots, sans qu'on ait besoin d'écrire ou de flécher. Nous avons organisé pour le compte du maître d'ouvrage, c'est-à-dire les associations Saint-Luc-Saint-Joseph, je dirais un concours d'artistes. 6 artistes ont été interrogés et avec un jury de professionnels et puis d'élus locaux, car c'est un immeuble qui a un très fort impact sur le quai du Rhône, c'est-à-dire en pleine ville. Finalement, le projet, on en a retenu 2, puis qu'un qui était Cécile Barre, qui nous a semblé retransmettre cette idée de l'hôpital transparent, humain, qui changeait suivant les jours, parce qu'il y avait la vie, il y avait la mort, il y avait des guérisons, il y avait des échecs, et que tout ça devait être retraduit dans la façade. À travers donc cette façade, donc vraiment ce qui est à l'extérieur, il fallait que je traduise, moi, le projet hospitalier, donc vraiment ce qui est au cœur. Hein. Donc c'est tout de suite cette relation qui m'a plu. Et retrouver à travers des couleurs mères sur les façades
les couleurs de l'environnement, c'est-à-dire le brick, c'est le brick ou la tuile, c'est tous les toits environnants, aussi bien sur le quai d'en face que sur les toits environnants. C'est la couleur du platane écorché qu'on retrouve sur tous les quais, ce jaune un peu paille. Et c'est aussi, bien sûr, la couleur du ciel qui environne. Et c'est le ciel et le fleuve qui ont donné cette couleur vert d'eau qu'on retrouve sur la façade nord de l'hôpital. J'ai vraiment travaillé avec les matériaux qui étaient proposés, essentiellement le verre. Donc c'est vrai que ça faisait obligatoirement rupture. En même temps, le verre a cette particularité que comme il reflète, il y a un lien très fort avec l'environnement. Je pense que Cécile a parfaitement compris ce qu'était le sens premier de la médecine, c'est-à-dire accueillir, c'est-à-dire porter, c'est-à-dire s'imprégner de la douleur de l'autre, de ses angoisses et de ses questionnements, mais aussi de ses joies, parce qu'on guérit aussi à l'hôpital, et que, au fond, c'est toutes ces facettes de l'hôpital qu'elle a essayé de transformer dans ces jeux de transparence et de couleurs pour dire que l'hôpital n'était un lieu d'aléatoire, un lieu où il se passait beaucoup de choses d'un moment à l'autre. Ce que je trouve de merveilleux dans cette façade un peu controversée, et pour qu'on soit clair, hein, autant au niveau de l'hôpital que dans la ville, c'est justement qu'on ne sait plus du tout ce qui se passe dans cet hôpital. Je trouve qu'elle a totalement traduit cette idée d'impalpable et on a cassé ces 80 mètres de long de façade de verre. Le Lyonnais est un conservateur et c'est un conservateur prudent. Quand on s'est mis, par exemple, à s'occuper des quais de la Saône, il y avait eu tout un plan fait pour peindre ces maisons, non plus avec des couleurs, si l'on peut dire, anonymes, mais des couleurs qui étaient extrêmement bien calculées en fonction de certaines nuances. Là, il y a eu une transformation du caractère lyonnais, parce que au départ, ils ont dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On touche comme ça à nos quais, mais qu'est-ce que ça va donner, ces maisons toutes peintes en bleu, en rose, en jaune et en vert ?» Et le résultat a été que ça a été très bien compris une fois que ça a été peint. Les critiques sont extrêmement variées et dans « je n'aime pas », exprimé par un tel ou un tel, il y a un regard différent, des arguments différents. Et d'ailleurs, souvent, plusieurs arguments, même s'ils ne sont pas clairement exprimés, parce qu'on ne sait pas bien dire pourquoi on n'aime pas. Alors, bon, d'abord, moi, je rêvais que la construction de ce bâtiment soit un peu, toute chose égale par ailleurs, soit la bataille d'Hernani de Lyon. Bon, voilà, pour le moment, je ne suis pas déçu, parce que du coup, pendant qu'on parle de j'aime ou j'aime pas la façade, eh bien, du coup, l'hôpital est né. Le personnel du centre hospitalier voit enfin le bout du tunnel. Saint-Joseph-Saint-Luc naît dans le vacarme des derniers aménagements. La décoration intérieure est mise en place. Elle n'a pas fini de surprendre les visiteurs. On a fait toute une recherche sur les lieux d'attente, sur les lieux de vie dans les services pour que le malade s'y sente un peu mieux et que le consultant qui vienne n'ait pas l'impression d'être tout de suite dans un hôpital. Le problème, c'est d'arriver à créer des lieux où on puisse rassembler son intimité. Paradoxalement, ça ne sera pas tout à fait la chambre, ça sera plus peut-être ces espaces de rencontres, ces jardins, ces lieux qui sont dans l'hôpital et qui sont en même temps pas médicaux. Le souhait aussi a été, bien sûr, de pouvoir faire une corrélation, une transversalité, de faire une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital. Donc il a fallu, on a continué, alors cette fois en collaboration avec d'une part M. Rubin qui est architecte d'intérieur, d'autre part avec Laurence Madrel qui a donc réalisé la signalétique. On a d'abord eu un dialogue avec l'artiste, avec ces deux personnes, de manière à ce qu'ils comprennent d'abord tout le travail qui avait été fait en amont par Cécile Barthes, afin de l'intégrer dans leur propre travail. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait une réflexion architecturale et une réflexion artistique pour une école primaire et pas pour un hôpital. C'est pas parce qu'on est patient qu'on devrait être sevré de beauté. Et je dirais même que si l'hôpital peut être l'occasion d'une rencontre avec l'art, comme la maladie n'est qu'un passage, heureusement pour la majorité des gens, eh bien, on a fait avancer l'homme qui est venu. Et le sujet est devenu encore plus grand.
Décembre 2002. Après de longs mois d'attente et avec un retard de près de 2 ans sur le calendrier initial, les personnels du centre hospitalier emménagent enfin. À son tour, Saint-Joseph prend l'allure d'un grand cargo désert. Pour chacun, c'est maintenant que la véritable séparation a lieu. Aussi loin que mes souvenirs remontent, je suis venu à l'hôpital me faire suivre. Je pouvais manger dehors, alors que chez moi, je n'avais pas de jardin. Ici, je pouvais manger sur les terrasses. On m'apportait mon plateau dehors. Et puis un gosse dans un hôpital comme ça, il est connu. J'ai des souvenirs ici de coins, de cachettes. J'ai un peu de nostalgie à l'idée de quitter, de plus venir ici, parce que la nostalgie des souvenirs, enfin de l'enfance. Mais je pense que techniquement, je suis, avec l'âge et l'objectivité, je suis plus rassuré par la nouvelle structure. Et ma foi, je crois que la zone, la part affective sera moins forte que la part objective, technique, quoi. La révolution commence le jour où on a planté le drapeau sur l'hôtel de ville. Mais le 2 décembre, j'étais exactement dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on venait de faire le chemin, mais que la vraie révolution commençait à l'entrée. Après l'emménagement, les premières difficultés surgissent. Le personnel est projeté d'un coup dans le XXIe siècle. Pas évident de trouver de nouveaux repères dans cet hôpital entièrement vitré, lorsqu'on a toujours connu l'opacité des anciens bâtiments. Ce problème des transparences, qui se pose également aux riverains, implique un autre type d'interrogation. Que pouvons-nous voir de l'hôpital? Que reste-t-il à cacher? Beaucoup d'architectes ont choisi, dans ces hôpitaux modernes, de faire des hôpitaux transparents. Ils le font d'abord parce que le verre est un matériau de plus en plus technologique et de plus en plus intéressant, mais aussi parce que l'hôpital peut montrer certaines choses. La mort est toujours là-bas, la souffrance est toujours là-bas, mais en quelque sorte, on peut la désacraliser, montrer qu'on la maîtrise par des effets de transparence. C'est plus un lieu mystérieux, c'est un objet architectural, un lieu comme un autre. On peut voir par transparence, on peut voir des machineries, on peut voir des négatoscopes, on peut voir l'autre côté. Le patient n'est plus relégué. Ce climat, on va continuer à le créer en faisant en sorte que la vie entre aussi dans l'hôpital, que l'hôpital ne soit pas coupé de son environnement culturel au sens le plus large, c'est-à-dire la ville. Dans la ville, on bouge, on va acheter un livre, on va boire un coup, on va déambuler, on rencontre des amis, on fait tout ça dans la ville. Et on peut aussi aller voir une pièce de théâtre, écouter un morceau de musique ou écouter un débat sur tel ou tel sujet. Concevoir le passage à l'hôpital comme un parcours de vie, c'est permettre au patient de ne plus être coupé de son environnement culturel et social. Mais au-delà de l'accueil et de l'hospitalité, il fallait encore faire évoluer la perception de l'acte médical lui-même. L'objet que l'on essaye d'atteindre est celui justement du mélange. Donc il faut aussi que chacun des métiers, dans le respect complet de sa pratique, entende le métier de l'autre. On a beaucoup travaillé intellectuellement sur un certain nombre d'organisations. Qu'à 80%, on est sûr que c'est les bonnes organisations. Il y aura sûrement des choses à adapter. Il y aura sûrement à évaluer toutes ces organisations qu'on a mises en place. On va en prendre un exemple simple, mais qui marque profondément notre établissement, qui est celui des urgences. Les urgences, par définition, c'est un domaine non spécialisé. On prend le tout venant, il y a des urgences de tout genre. Alors, on a deux façons de faire. Ou bien on dit les médecins qui sont aux urgences vont tout traiter. L'autre extrême consisterait à dire, dès qu'on va faire un diagnostic, on va appeler le spécialiste. Il est évident que ni l'un ni l'autre ne peut marcher. Ça marche bien quand l'urgentiste est capable de prendre en charge le malade qu'on lui amène dans les meilleures conditions, jusqu'au moment où son manque de spécialisation lui implique de s'ouvrir à quelqu'un qui, lui, connaît mieux le type de maladie en question. Et nous avons organisé, autour des urgences,
un système qui fait qu'il existe un conseil des urgences auquel participent toutes les autres spécialités de l'hôpital pour permettre une optimisation de la prise en charge des malades à ce niveau-là. Le service, la discipline n'est plus une entité isolée à l'intérieur de l'hôpital, nous l'avons compris. L'hôpital n'est plus seulement de la médecine, des soignants et de l'administration, c'est tous ces corps qui se regroupent. C'est toujours à l'intérieur, pour le même malade, lui amener d'autres compétences qui sont celles du champ de la culture au sens le plus large, de la pratique quotidienne, de la vie toute simple, c'est-à-dire d'amener, de faire vivre à l'intérieur de l'hôpital tous ces éléments d'enrichissement, et puis on pourrait aller encore plus loin. Ici, la vie a repris ses droits. Et c'est bien le signe que dans ces locaux ultramodernes où règne la technologie, il reste quelque chose de l'hôpital début de siècle, avec ses hautes chambrées de 8 lits, son odeur d'éther et de phénol, ses réfectoires à colonnettes de fonte, sa chapelle où résonne l'harmonium. C'est la même histoire qui continue. Si au fond je voulais résumer toute la démarche de ces 10 dernières années, je crois que cette formule des surréalistes, soyez réaliste, demandez l'impossible, parce que le possible, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, moi je crois que c'est ça l'idée dominante, et au fond que l'institution, bon an, mal an, dans son ensemble, accepte de prendre comme volonté, comme projection. Le rêve a été non seulement atteint, mais je crois, par la conception même, beaucoup plus, elle est beaucoup plus loin. Et moi, il m'arrive, incognito, en passant, m'arrêtant, d'aller faire un tour dans le hall d'accueil. C'est pas un hôpital, c'est autre chose, c'est une autre dimension.